Mentor, pas juste pour un futur journaliste, mais mentor même pour toute personne qui avait une ambition puis qui a envie de demander à Sandy comment je pourrais faire mon chemin dans la vie. Pour certains, il fut un véritable mentor, une référence en journalisme. Pour tous, un communicateur hors pair. Sandy Burgess fut avant tout un homme aux racines profondément ancrées dans son coin de pays, sa région, le Bas-Saint-Laurent. Que ce soit à la radio, à la télévision, dans les journaux, comme chroniqueur, éditorialiste, il a profondément marqué le cours de notre histoire régionale en posant un regard juste, parfois critique, mais toujours honnête sur le monde qui l'entourait. Alors, mon invité aujourd'hui a été journaliste, a fréquenté, dans le fond, Sandy Burgess à l'époque, lorsqu'il était journaliste à la radio privée ici. Nos chemins se sont croisés à ce moment-là et on se retrouve à nouveau maintenant, des années plus tard, grâce à Sandy Burgess, en quelque sorte. Sandy nous réunit. Sandy nous réunit. Tout un défi, finalement, que d'écrire un livre sur ce personnage-là, plus grand que nature, d'une certaine manière. Quelles ont été les plus grandes difficultés? Une grande difficulté, c'était que lorsque j'ai commencé à faire ce bouquin-là en 2018, ça faisait près de 40 ans qu'il était décédé. Bon. J'ai commencé avec... sur le bureau, il n'y avait presque rien. J'avais mes souvenirs personnels qui étaient assez petits. Je les fréquentais comme employé, là. C'était mon directeur d'information seulement pendant 2 ans, à une époque où j'étais pas très conscient de l'importance qu'il avait. Donc, c'est pas mes souvenirs qui allaient alimenter le bouquin. Fallait que je parte à peu près de zéro. Et parce qu'il nous avait quittés il y a très longtemps, bien, les gens qui l'avaient côtoyé, il y en a beaucoup qui étaient partis. Étaient très âgés ou partis comme tel. Mais on ne le connaissait pas vraiment, Sandy, outre évidemment le personnage public. Là. Il y avait peu de choses pouvant nous permettre de le cerner davantage. Bien, il y avait peu d'écrits sur lui et lui avait peu écrit, sauf, exception extrêmement importante, tout ce qu'il avait publié comme chronique dans le Progrès du Golfe et puis dans le Progrès Éco. Alors, j'ai commencé par me renseigner sur le contexte. J'ai lu Jules Aubriand, bâtisseur d'Empire, de Richard Saint-Don et Paul Larocque. Puis là, j'ai connu l'histoire du Progrès du Golfe et l'histoire de CJBR, la radio que Jules Aubriand avait fondée et la télé que Jules Aubriand avait fondée. Ça me faisait du bon. Et le lien avec Sandy était évident, là, facile à faire. Là. Ben voilà, je savais que Sandy était passé par là, par les hebdos, par CJBR. Le livre de Richard Saint-Don sur l'histoire de ces rues. Richard Saint-Don a eu la chance de passer avant moi pour parler à des personnes qui avaient connu Sandy, notamment l'ancien recteur de le Lucar, Pascal Parent, ouais. Bon, qui avait été son prof. Ouais, Richard Saint-Don avait, dans son petit article, mais très touffu, de son livre sur l'histoire des rues, publiait des choses dont je me suis servi quand je ne pouvais pas les refaire le travail moi-même. Ça a été une base importante. Ça a été une base importante. Je me suis informé aussi sur l'histoire de la région à l'époque où Sandy était en poste, faisait des éditoriaux. Toute l'histoire du développement coordonné par les gouvernements, le BAEQ, l'ODEC, l'OPDQ, tout cet effort que les gouvernements, cet effort parfois maladroit, diront certains, que les gouvernements ont déployé pour rehausser l'économie d'une région qui était sous-développée. Je me suis renseigné là-dessus beaucoup. J'ai même parlé à Jean-Paul Gendron, qui était un des patrons de l'OPDQ à partir des années 70. Parce qu'il fallait avoir ce cadre historique-là à l'esprit si on voulait parler de Sandy Burgess et de ses coups de gueule et de ses prises de position, parce que c'était un régionaliste et c'était essentiel pour lui que la région puisse sortir de son marasme économique d'une certaine manière. En comprenant ce contexte économique-là, les efforts pour le relever, on comprenait l'engagement de Sandy Burgess. Il y était question de quoi dans ses éditoriaux et dans ses chroniques même, puis parfois même
il remplaçait Lisette Morin comme éditorialiste du Progrès du Golfe. Il nous parlait de quoi? Il parlait de développement. Et souvent, il a parlé du BAEQ. Quand il trouvait que le développement économique coordonné par les gouvernements avançait pas assez vite, il poussait. Quand il y avait des bons coups, il le disait. Donc, il fallait que je me renseigne aussi là-dessus. Je dis ceci. Qu'une ville comme Montréal, où l'industrialisation est un phénomène très vivant, oublie les difficultés d'ordre économique de la plupart des autres régions de la province, ça s'explique sur le plan du raisonnement. Mais là, on colle à une réalité quotidienne, et si on veut accoler à ça la notion de nationalisme, je dis, avant de donner quelques exemples, est-ce que ce nationalisme qu'on veut défendre depuis Montréal fait vivre une population donnée? L'ancien député ministre Alain Marcoux, qui était en poste là, de 1976 à 1985, qui était député puis ministre dans le deuxième gouvernement de René Lévesque, il m'a envoyé un super texte dans lequel il se livre beaucoup, dans lequel il parle de l'influence que Sandé a eue sur lui. On se demande, Sandé, on reviendra peut-être plus tard, mais Sandé était un influenceur. Une question que je me suis posée, a-t-il été capable d'influencer? Alain Marcoux nous dit oui, il m'a influencé, puis il explique de quelle façon. Entre autres, sa façon de s'adresser au public. Alain Marcoux nous dit qu'il y a avant Sandé, il y a après Sandé. Il compare Sandé à Jacques-Yvan Morin. Il dit, il y a deux personnes qui m'ont dit que je pouvais parler autant à des élites qu'à des gens ordinaires. C'est Jacques-Yvan Morin et Sandé Burgess. J'aimerais qu'on parle des éditoriaux. En fait, de ces... Oui, à la radio et à la télévision. C'était tout un spectacle. C'était un homme... C'était dans un style quasi théâtral qui livrait ses opinions. Les témoins qui m'en ont parlé... Il ne reste plus grand-chose, j'imagine, de ces témoignages-là. Non. Rien. Et c'est un peu dommage. Il y a des gens qui m'ont raconté que Sandé dictait ses éditoriaux. C'était soit la secrétaire du directeur général, soit la secrétaire du directeur des programmes télé qui rencontrait Sandé dans la journée, puis là, Sandé parlait et les dames écrivaient. Et ça donnait l'éditorial qui allait être livré à la radio et qui allait être livré à la télé. Donc, il y avait une trace écrite. Et tous ces éditoriaux-là ont été, pour 99 ont été détruits. Détruits, malheureusement. Ça, c'est triste. Ouais. Mais ce qu'on sait, c'est que, bon, évidemment, il savait toucher tout le monde. Il avait cette grande qualité-là, dans un style, dans un français tout à fait impeccable, mais capable de rejoindre tout le monde et essentiellement d'aborder les aspects des problèmes qui concernaient tout le monde aussi. Pourquoi? Il était près des gens. Ouais. Ben voilà. Quand on comprend sa démarche intellectuelle, je dirais même sa démarche émotive, parce qu'il y avait beaucoup d'amour dans sa région, on comprend ses choix. Quand on s'interroge sur Sandé Burgess, l'influenceur, Sandé Burgess qui a travaillé pour le développement régional, on comprend que parce qu'il aimait la région, parce qu'il voulait le meilleur pour sa région, parce qu'il était près des gens ordinaires, ben ça teintait sa façon de choisir ses sujets, sa façon d'affecter les journalistes. Ben à ce moment-là, quand tu t'intéresses au mieux-être des gens, ben, tu leur parles de choses qui les touchent, puis tu leur parles pour qu'ils te comprennent. Derrière nous, c'était l'usine Price, évidemment, où le père de Sandé, John Henry, était contremaître. Ici, il y avait les maisons que la compagnie avait prêtées aux employés. C'est ici que Sandé Burgess est venu au monde. Un quartier qui ne s'appelait pas encore Nazareth, mais qui allait devenir officiellement Nazareth plus tard. Devant nous, c'est l'île Saint-Barnabé. Sandé Burgess n'a pas cessé d'écrire sur l'île Saint-Barnabé. Une des premières chroniques qu'il a faites dans le Progrès du Golfe, quand il a commencé à écrire ce qu'il appelait le billet de jour maigre, c'était à propos... Là, c'est le brise-lames. Le brise-lames. Le brise-lames. Il y avait la pêche il a écrit une chronique sur la pêche à l'éperlan. Pour lui, c'était un plaisir gratuit et méditatif. Donc, c'était son monde ici. Et le sentier qu'on parcourt, qui était moins développé à l'époque, qui longeait le fleuve, et était un des endroits préférés. Mais c'était un endroit, donc, inspirant d'une certaine manière aussi. Bien, c'était chez lui. Voilà. À un moment donné, il a fait à Rimouski
un éditorial où il disait que les propriétaires de logements étaient des rapaces et que les locataires se faisaient manger la laine sur le dos. Ça a créé une commotion en ville au point où le Progrès du Golfe à l'époque, a fait sa première page. La journaliste André Gauthier, de mémoire... De regretter mémoire, ouais. a fait le papier là-dessus. Et on décodait de ce qu'André Gauthier racontait que Sunday avait fait réfléchir les propriétaires, puis qu'il y avait eu comme un mouvement de recul des propriétaires de logements quant à leur hausse de loyer qui s'en venait pas mal inflationniste. Alors... Mais c'est un tout petit exemple. Il s'est prononcé sur des dossiers de papeterie puis d'implantation d'usines. Il les a encouragés. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est Sandy Burgess qui a fait en sorte qu'il y avait une usine de panneaux particules à Sébec? On ne le sait pas. Bien, il n'a pas toujours réussi ses coups. On pense à l'Institut Maurice-Lamontagne à Sainte-Flavie. Ah, là, il était pas en guerre, mais il était contre l'idée que ça soit installé dans le comté de Pierre-de-Banay à Sainte-Flavie, si je ne me trompe pas. Là. Voilà. Alors, lui, il voulait que ce soit à Lucar. C'était la logique. D'ailleurs, l'histoire lui a donné raison. Il y a l'Institut maritime Maurice-Lamontagne, mais le département d'océanographie à Lucar est reconnu mondialement. Alors, dans le cas de l'Institut maritime, il a interpellé Pierre de Banay de toutes les façons et avec toute la verve qu'on lui connaissait. Et hors les ondes, on raconte que Pierre de Banay veut le voir à CFLP et puis qu'il ne s'est pas gêné pour lui dire sa façon de penser. Mais l'Institut Maurice-Lamontagne est resté dans le comté de Pierre de Banay. Oui, voilà. Et puis ça, Sandy n'a pas été capable de le faire changer. Mentor, pas juste pour un futur journaliste, mais mentor même pour toute personne qui avait une ambition puis qui a envie de demander à Sandy comment je pourrais faire mon chemin dans la vie. Si on revient aux médias, donc il y a eu les têtes d'affiche, de Rome, Nadeau étant bon, mais il y en a eu d'autres. Toute la ribambelle de journalistes qui ont passé à CJBR parce que il y a un personnage, un annonceur important de l'histoire de Radio-Canada qui s'appelle Miville Couture. Miville Couture est venu à CJBR à la fin des années 30. Et il a comme lancé un mouvement à l'effet que si Radio-Canada voulait développer ses futurs annonceurs, que les annonceurs venaient à Rimouski. C'était la porte d'entrée. Et voilà, c'est une école. Ouais. Bon, alors, on parle de... Alors, en plus, Nadeau de Rome, Jacques Coude, Pierre Paquette, et là, la liste est longue, je ne pourrais pas tout les nommer. 154, c'est l'année, évidemment, où la télévision a commencé ici à Rimouski. Et dès lors, Sunday, c'est tout de suite, d'une certaine manière, inscrit dans ce courant-là. Et il a été le formateur d'entrée de jeu, Denis. Est-ce que dès le départ... alors, Bernard de Rome, dans la préface du livre, raconte qu'un bon matin de 1962, il s'en vient à Rimouski. Et la première activité à Rimouski, c'est d'aller manger à l'hôtel Saint-Louis avec Sandy Burgess. Puis déjà là, ça a commencé là. Mais Bernard de Rome avait travaillé dans une station de radio ailleurs. OK? Donc, il n'était pas arrivé ici sans expérience. La même chose pour Pierre Nadeau. Mais Sandy Burgess, le mentor, prenait la personne où elle était et puis lui faisait faire un chemin. Mais au-delà, puis ça, je tiens à le dire, au-delà des vedettes, entre guillemets, il y a eu tous les autres. Oui, dont nous sommes. et dont je suis. Quand Sandy Burgess a fait sonner le téléphone chez ma mère le 12 mai 1978 pour m'offrir un travail de journaliste de fin de semaine à CFLP qui allait ouvrir, j'avais 20 ans. Je venais de passer une année pas très glorieuse à l'Université de Montréal. Je n'avais pas de boulot d'été, je n'avais pas de projet d'études en septembre, je n'avais encore moins de projet de carrière. Comme dirait ma mère, mon petit gars, t'étais vis-à-vis de rien. Et ce coup de téléphone-là... C'est Sandy qui appelait chez vous, là, c'est ça? Sandy appelle ma mère pour m'offrir un boulot. J'ai jamais trop compris comment est-ce qu'il m'avait trouvé. Il m'offre un boulot de fin de semaine. Alors, j'ai commencé par faire samedi-dimanche. Après ça, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. À la fin de l'été 78, ils m'ont fait un boulot à temps plein. Et j'ai été 2 ans à travailler avec lui. C'est là que j'ai appris le métier de journaliste. Tout à fait. C'était la méthode de Sunday. Puis il faisait en sorte que les jeunes journalistes, les débutants, peu importe où ils étaient rendus dans leur apprentissage, aient confiance en eux. Hein. C'était pas quelqu'un qui tapait sur les doigts nécessairement, mais le message portait finement. Non. Moi, il me disait, projette ta personnalité. Il m'a dit ça tellement de fois. 99 des fois, je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire, jusqu'au jour où je me rends compte que je n'arrêtais pas de le faire. Ça voulait dire « aie confiance en toi, puis fonce ». Ah, tout à fait. Aie confiance en toi, puis fonce. Ces chroniques sont extraordinaires. Le Progrès du Golfe, ça, c'est accessible sur Internet. C'est publié par Bibliothèque Archives nationales. Il y en a écrit quoi? Plus de 1800. Plus de 1800. Eh, Seigneur. Il y en a plusieurs dans le livre. Puis il se révèle là-dedans. C'est beau de voir comment il s'émeut de toutes sortes de choses.
Dans une de ses chroniques, il fait l'éloge de la discrétion. Et on s'aperçoit que pour lui, c'est une valeur importante. Donc, oui, je veux bien être un personnage public. Oui, je veux bien être un artiste de la relation humaine. Mais quant à savoir ce qu'il y a dans ma vie, c'est moi qui vais ouvrir la porte, si je le veux et comme je le voudrais. Voilà. Je voudrais qu'on revienne sur un chapitre qu'on n'a pas abordé, qu'on peut aborder rapidement, le fait qu'il ait... c'est un peu surprenant, ça, décidé de se lancer en politique pour les élections de 1974. Alors, les élections générales fédérales de 1974. Il s'est présenté pour le Parti libéral, donc, du temps du premier ministre Pierre Elliott Trudeau. C'est quand même surprenant pour quelqu'un qui, dans le fond, occupait... dont le discours devait influencer le cours politique, mais sans aucune coloration. Je me suis demandé, sans avoir de réponse définitive, s'il n'a pas vu là une façon de contribuer au développement de sa région en étant du côté des décideurs. Libéraux. Il était assez clair à ce moment-là que les libéraux étaient le parti qui avait une chance de gagner les élections. Donc, lui-même aurait été membre d'un gouvernement. Et quand on regarde sa campagne électorale, on comprend que la politique, pour lui, ça aurait été une façon de faire avancer l'Est du Québec. Entre autres, il voulait créer une conférence des députés de l'Est du Québec, peu importe l'allégeance. Ça, c'était assez révolutionnaire. C'était assez novateur. Ouais. Il avait dit à un moment donné, c'est normal qu'un député ne soit pas le porte-parole de son gouvernement dans la population, mais le porte-parole de la population auprès du gouvernement. Il a milité pour la venue de Radio-Canada oui, c'est un dossier dans le Bas-Saint-Laurent. Oui, il en a parlé constamment. Oui. Et donc, quand on regarde ces thèmes électoraux, ben c'est en parfaite cohérence avec ce qu'il réclamait avant puis ce qu'il a réclamé après. Donc, le député Burgess aurait travaillé pour le développement du Bas-Saint-Laurent. Ce qui est peut-être moins cohérent, c'est dans le sens où il était vraiment, sa parole portait, on l'écoutait religieusement. Burgess avait une crédibilité énorme, puis il n'est pas élu. Bon. On peut voir encore au 21e siècle l'opposition populiste et idée. Les gens qu'il y avait une fraction dans l'électorat, peut-être, voilà. à ce moment-là? Alors, et c'est d'ailleurs remarquable. On joue les analyses politiques, là, mais quand même. Oui, mais son adversaire était l'incarnation du député populiste. Alors, c'était un créditiste. Eudore Allard. Alors, le Crédit social était le parti populiste par excellence. Monsieur Allard incarnait le député populiste. Moi, quand mon père est mort, Eudore Allard, en 1981, est venu serrer la main de tout le monde au salon mortuaire. On ne connaissait pas Eudore Allard. OK? C'était ce genre de politicien. Ah, voilà. À côté, vous aviez Sandy Burgess, qui parlait du renouvellement de l'entente Canada-Québec, qui réclamait la venue de Radio-Canada, qui voulait créer une instance régionale de députés pour lancer les dossiers. Alors, c'était deux discours carrément différents, pratiquement opposés. Et dans ce cas-là, c'est le populiste, le serreur de main, qui a gagné. Pas par beaucoup, 4,5 OK? Les autres partis n'étaient pas là. C'était vraiment une lutte à deux. Et c'est le populiste qui a gagné. En 1976, cette population, pour provinciale qu'elle soit, n'en est pas moins évoluée. Elle connaît Montréal, elle est allée en Europe elle aussi, elle sait lire. Cette population, dis-je, jusqu'à il y a moins d'1 an, a été confinée à un seul et unique canal de télévision et elle est confinée à un seul poste de radio. Si c'est ça qu'on appelle la rentabilité du fédéral, je ne suis pas d'accord là-dessus. Pas besoin d'être montréalais pour convenir que c'est devenu insupportable. Au nom de la stricte justice, nous avons droit au service plein et entier de Radio-Canada. C'est tout simplement ce que nous demandons. Ensuite, ils donneront des canaux à qui ils voudront. Ils s'en feront des tartines avec les canaux. Je vais vous le dire à vous. Pourquoi a-t-il quitté CFLP en 1981? Entre autres parce qu'il a fait un infarctus. Voilà. Bon. Il prend un congé de maladie en 1981 et ce que l'on apprend, c'est que au retour du congé de maladie, c'est pas à CFLP qui s'en va, c'est à CJBR comme chef de l'information. Je l'ai connu là, moi. Et bon. Et là, son rôle a changé. Il ne va plus en ondes. Non. Il n'écrit plus de chroniques dans les journaux.
c'est probablement pas compatible avec le mandat d'un chef d'information à Radio-Canada. Bon. Cela étant dit, il continue, nous racontent les journalistes de l'époque, de faire jouer ses contacts puis d'alimenter le bulletin de nouvelles avec des textes. Des coups de gueule au téléphone avec des politiciens, des gens haut placés. Là, il a son mot à dire sur les affectations, donc il joue son rôle d'orientation de l'information. Probablement que les journalistes de Radio-Canada ont continué de suivre des dossiers importants pour la région sous son influence. Je le confirme. Bon, et il a fait autre chose. Il s'est servi de son poste de chef d'information pour faire progresser ce sur quoi il y avait d'influence, c'est-à-dire Radio-Canada. Il y a tu as sauvé de l'oubli des documents que Sandy Burgess a écrits et tu as eu la générosité de me les donner pour m'aider à écrire mon livre. Et là-dedans, on apprend que Sandy Burgess rêvait d'un Radio-Canada encore plus régional. Il voulait créer une émission d'information où il y aurait des journalistes de Sept-Îles, de Matane et de Rimouski, les 3 stations de Radio-Canada, qui feraient une émission d'information vraiment régionale. C'est toujours cette obsession d'alimenter la conscience collective. Étant entendu qu'une fois conscient collectivement, on va se mettre en marche, on va militer et on va travailler pour le mieux-être dans notre région. Pour Sandy Burgess, l'information régionale est un outil de, j'allais dire militantisme, est un outil de mobilisation. Mais au-delà du personnage, il y a, moi, ce que j'appelle le message. Voilà un homme qui a aimé le Bas-Saint-Laurent profondément. L'anecdote que l'on raconte le plus, c'est qu'en 1962, il est allé à Montréal pour occuper un poste de cadre. Il est revenu en courant. Tout à fait. Le fleuve, la ville lui manquait. La ville, ses amis. Je veux parler un petit peu du chroniqueur. Les 1800 chroniques et plus qu'il a écrit dans le Progrès Écho, dans le Progrès du Golfe et puis dans le Progrès Écho. Mais il y avait aussi ce que j'appelle des chroniques confidences, dans lesquelles il se révélait. Et en revenant de Montréal en 1962, il en a écrit une magnifique qui s'appelle « Indéracinable ». Il se compare à un arbre qui, à un moment donné, planté dans le sol, on ne peut plus le changer de place. Okay? Sandy Burgess était enraciné à son milieu. Il aimait son milieu. Alors, il nous laisse l'héritage de quelqu'un qui a aimé son milieu en nous disant « Le Bas-Saint-Laurent, c'est beau. Le Bas-Saint-Laurent, c'est bon. Le Bas-Saint-Laurent mérite qu'on se batte pour son développement, pour que les gens qui vivent dans le Bas-Saint-Laurent vivent selon leurs ambitions, vivent bien. » Les Petites Sœurs Jésus-Marie de Nazareth ont publié dans le Rimouskois un texte magnifique qui rendait hommage à Sandy, qui allait prier dans leur monastère, qui allait leur donner des dons, qui les encourageait publiquement. Il y a eu des hommages. Il a laissé un vide, Sandy Burgess, qui n'a pas été rempli, sans doute parce que des êtres humains comme lui, des personnes comme lui, il n'y en est pas venu d'autres après. Je te décrivais tantôt cette personne qui a toutes ces multiples facettes réunies dans un seul être humain. Il n'en est pas revenu des comme lui. Puis des personnes qui ont occupé la place, il y en a eu des vedettes régionales, des héros régionaux, mais quelqu'un qui a occupé toute la place que lui a occupée, il y en a eu très peu. Là, je t'arrête, on pourra en parler encore longuement. Ben là, je vais te couper, je vais te compliquer le montage, si on n'arrête pas. Merci, Denis. Ça me fait plaisir.